Mon nom est Samba Jam. Je suis d'origine enseignant, inspecteur de l'enseignement fondamental qui a fait fonction de professeur de psychopédagogie au niveau de l'école normale des instituteurs. Puis après, activiste politique à l'époque, à un moment donné, j'ai appartenu au premier fondateur, au membre fondateur du premier noyau des Flammes. Ensuite, j'ai été arrêté en 1986, au même titre que tous mes camarades qui appartenaient aux Flammes. J'ai fait la prison 4 ans, condamné à 5 ans et 4 ans, parce que gracié pour un an. Ensuite, à la sortie, quand j'ai vu ce qui s'est passé, bon, je suis sorti, je suis allé en exil pour continuer la résistance. Bon, oui, il y a eu des concertations nationales sur l'éducation, auxquelles le ministre de l'Éducation m'a invité. Et j'ai été, d'abord, bien sûr, il faut préciser que j'avais dû discuter avec lui parallèlement, puis j'ai été à ces concertations. Mais ce que j'ai vu ne m'a pas suffisamment convaincu, ou m'a plutôt déçu. D'abord au niveau de l'ouverture. L'ouverture en tant que telle, qui a été supervisée par le président de la République, ça a été le discours en arabe du ministre, le discours en arabe du représentant des parents d'élèves, le discours en arabe des syndicalistes, sans aucun égard pour ceux qui ne parlent pas arabe. Les discours sont finis et c'est clos. Et voilà, c'est la pause. Alors que ce n'est pas tout le monde qui parle arabe dans ce pays-là. Cet aspect m'a choqué et j'ai tenu à le dire dans mon posting à Facebook. Deuxième élément qui m'a amené à partir, c'est que j'étais venu dans l'extension de débattre avec un public. J'imaginais que c'était serait un public important. Je me rends compte que je suis mis dans un atelier d'une quarantaine de personnes dans lequel il fallait débattre et qui sont multipliés, ces ateliers, il y en avait 12. Donc j'estimais d'abord que le cadre dans lequel je devais exposer mon point de vue, ce n'est pas ça que j'attendais. J'attendais une plénière, un public assez important. Ce n'est pas le cas. Le deuxième élément, la façon dont le débat était mené. J'étais parti pour communiquer, pour débattre avec des gens. Donc entendre lorsqu'ils s'expriment en arabe, qu'on me le traduise. Et lorsque je m'exprime en français, qu'on le leur traduise. Sans communication, il n'y a pas de débat. J'ai constaté qu'ils ont une habitude assez, que j'appellerais condescendante, ou voire même méprisante, qu'ils parlent arabe et puis voilà, c'est comme si tout le monde était tenu de parler arabe ou bien de comprendre l'arabe. J'ai rappelé plusieurs fois au cours du débat qu'il faut traduire. Non, mais apparemment, à la fin, j'ai l'impression que ça n'a pas été rigoureux. Quand je me plains, ils en tiennent compte, je me tais, ça recommence, la même pratique recommence. Je n'ai pas accepté ça. Troisième élément, c'est qu'ils ont fait un ramassis de jeunes, de gens pour venir. J'ai trouvé, dans ce genre de situation qui pose des problèmes nationaux, dont l'éducation est le centre, on fait appel à des gens assez âgés, assez matures, assez expérimentés. J'ai constaté que dans la foule, dans la composition des ateliers, il y a des gamines. Des gamines qui, lorsque vous parlez, vous disent non, ce que vous racontez, c'est des histoires. Alors ça, tout ceci, ça a été des facteurs qui m'ont fait comprendre que dans ce cadre-là, je ne pouvais pas exprimer exactement ce que je voulais dans le temps que je voulais. 2 minutes de temps de parole, ce n'était pas la peine. On m'a juste m'utiliser pour faire valoir et je n'accepte pas ça. Donc j'ai arrêté ma participation pour ces raisons-là. J'ai expliqué largement dans ma page Facebook. Voilà un peu pour ramasser qu'est-ce qui m'a amené à y aller et qu'est-ce qui m'a amené à en sortir. La dénomination de Carrefour, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une tendance dans ce pays à montrer que la Mauritanie est arabe exclusivement. Donc les symboles culturels et psychologiques de ce pays doivent être entièrement arabes. Jusqu'ici, ceux qui nous gouvernent n'ont pas intégré dans leur esprit que nous sommes deux peuples.
que le colonialisme a associées. Nous sommes deux entités politiques historiques. C'était l'empire du Fouta, du Gadiaga et du Waalo, plus l'émirat du Trarza, du Brakna, du Taga et de l'Adrar. Ensuite, nous avons deux récits nationaux, notre façon de nous représenter notre histoire et leur façon de se représenter leur histoire. Et enfin, comment dirais-je, des attitudes mentales différentes. Nos réflexes mentaux sont différents. Les valeurs auxquelles nous faisons référence sont différentes. Donc, attitudes mentales différentes. Donc, deux peuples aux attitudes mentales totalement différentes, deux entités politiques historiques, deux zones géographiques différentes, deux récits nationaux différents. Ça, ils ne veulent pas intégrer ça dans l'histoire de ce pays. Ils pensent que non, il faut gommer cette identité nègre et ne garder que l'identité arabo-berbère. On ne peut pas accepter ça. Et malheureusement, c'est cette idée de base, cette façon de concevoir la Mauritanie qui est de laquelle découle tout, dont les carrefours dont vous parlez. Partout, dans tous les, c'est pas seulement les carrefours, c'est les associations, c'est la dénomination des ONG, c'est tout qui prend des noms arabes. C'est tout qui prend des noms arabes. Nous, ils ne s'imaginent pas qu'il y a des Pulaars, qu'il y a des Soninké, qu'il y a des Wolofs qui ont besoin de se voir dans les représentations des symboles de ce pays. Ils ne le conçoivent pas comme ça. Donc, les carrefours, c'est juste un détail. Si je prends l'hymne national, c'est quelque chose qui doit faire vibrer le citoyen quand il l'écoute. Il doit aimer sa patrie. Il doit vibrer au niveau de l'hymne parce qu'il sait ce que ça porte l'hymne. Mais qu'est-ce que vous comprenez à l'hymne? Qu'est-ce que moi je comprends à l'hymne? Rien du tout. Donc pour moi, l'hymne ne fait rien résonner chez moi. Je ne résonne pas au rythme de l'hymne parce que je ne comprends pas. Et ils n'ont pas eu la petite courtoisie, la petite politesse de mettre ne serait-ce que quelques termes de Soninké, de Pulaar et de Wolof dans l'hymne pour montrer aux gens que nous sommes aussi de ce pays-là. Non, c'est l'arabité. Il faut se plier ou il faut casser. Il faut se plier ou il faut émigrer. Nous ne plierons pas, mais nous ne sortirons pas d'ici. Nous allons résister parce que ce pays nous appartient à tous. C'est le colonialisme qui nous a trouvés ici, qui nous a associés. Et nous avons gardé notre ligne, notre identité. C'est pareil. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce problème de carrefour, qui est juste un problème de détail. Les rues. C'est maintenant qu'on commence à corriger. Heureusement, il y a le maire de Sepra, tout récemment, qui a donné quand même à une école le nom de Suleiman Bal. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Sur 90% des noms, c'est des noms arabo-berbères. On n'existe pas. Et c'est pareil pour toutes les ONG qu'on crée, pour tous les baptêmes de choses que l'on fera. Voilà leur façon de voir qui ne crée pas un esprit d'unité, un esprit de nation. Pour eux, il faut assimiler les gens, les transformer comme des Arabes. Ils veulent copier le Maghreb. Ils veulent copier la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Dans la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, combien il y a de Noirs? Mais vous en verrez où? Au niveau des médias. Vous en verrez où? Au niveau de la superstructure. Non. Ils sont relégués à la culture des palmiers. C'est ça qu'ils veulent faire ici. Et ça, nous devons résister. C'est tout. Bon, les échecs, ce n'est pas que l'année passée. Les échecs, c'est depuis la réforme de 1999. Les échecs remontent à 22 ans d'échecs successifs. Depuis qu'ils ont fait la réforme de 1999, qui était programmée pour nous faire échouer, fondamentalement. Depuis lors, les échecs ont commencé. Donc, ce n'est pas seulement l'an dernier. Dans l'échec global, c'est l'ensemble des Mauritaniens, arabo-berbères et négro-africains qui échouent, mais ceux qui pâtissent, ceux qui en souffrent fondamentalement, ceux qui échouent massivement et qui abandonnent l'école massivement, c'est les négro-africains. Parce qu'à cause de la réforme qui a été faite, pour faire un petit peu l'historique, les gens étaient dans le système à filière arabe, filière français. Le comité militaire a décidé qu'il faut qu'on fasse le système à filière pour que les négro-africains aussi soient traités correctement et équitablement. Donc la filière arabe, tous les mots, c'est obligatoire pour les arabo-berbères. La filière bilingue, qu'on dit bilingue, mais en vérité très peu, c'est en général la filière dans laquelle s'orientaient les négro-africains. C'était ça la réforme de 1999. En même temps que la réforme,
on a créé l'ILN, l'Institut de langue nationale, pour qu'on apprenne nos langues, pour leur soniquer Wolof. Donc, ça marchait concomitamment, en même temps, simultanément. L'ILN a fonctionné. Les enfants ont commencé à aimer l'école, parce qu'on leur enseigne dans leur langue. Ils comprennent plus vite, ils réussissent plus vite. Ils réussissent, comment dirais-je, de façon positive et très rapidement. Alors, pendant que les gens sont dans le système filière et que l'expérimentation de l'ILN se fait, ils décident en beau jour, alors que l'expérience de l'ILN devait être généralisée, parce qu'elle donne de bons résultats, 80% taux de réussite, elle donne de bons résultats, elle devrait être généralisée à la 6e année. À la 5e année, ils décident de tout gommer. Non seulement nos enfants qui avaient fait l'école en maternelle, on leur dit maintenant non, il faut que vous vous reconvertissiez en français, vous allez faire les examens en français. Sauf en mathématiques, vous allez les faire dans la langue nationale. Vous comprenez l'injustice? En 5 ans, vous étudiez le pulaar. À la 6e année, on vous dit tu ne peux plus composer en pulaar, tu vas composer en français. Il faut donc te reconvertir, mais tu vas garder une matière, les mathématiques, tu feras en pulaar ou bien en sonique en wolof. Voilà comment ils ont procédé. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Les enfants ont été handicapés dans les matières littéraires, mais comme ils composaient en mathématiques, et ils pensaient qu'en composant en mathématiques, ils allaient échouer massivement, les mathématiques qu'ils avaient apprises en pulaar, c'est ça qui les a fait réussir. Ils sont, pour la plupart, ils sont sortis majors. Mais ils n'en voulaient plus. Ils voulaient absolument supprimer cette expérimentation qui échoue et qui nous arrange. Parce qu'elle permet à nos enfants, pour la première fois, de réussir pleinement à l'école. Alors, ils vont créer la réforme de 1999. La réforme de 1999 qu'ils vont créer, ils vont supprimer l'Institut, qui réussit. Ils vont supprimer le système à filière. Là-bas, c'était filière français à dominante. Là-bas, c'était filière arabe à dominante. Pour instituer une seule et même filière sous prétexte on va unifier les Mauritaniens parce que l'école les divise. Mais on va unifier le système éducatif mauritanien de quelle manière? En arabisant toutes les matières littéraires. Philosophie, histoire, géographie, instruction civique, instruction morale, langue, etc. Tout ceci, on va l'arabiser. On va garder juste mathématiques, les sciences en langue française. Nos enfants sont perdus. C'est à partir de là qu'ils vont abandonner massivement l'école. Parce qu'ils ne peuvent plus suivre. Parce que toutes les matières littéraires sont en arabe, ils n'avaient pas appris en arabe. Et la pédagogie qui est faite dans cette langue n'est pas bonne. Donc, à partir de là, c'est de là qu'on commence l'échec. Ce n'est pas hier ou aujourd'hui, c'est à partir de 1999 qu'on commence l'échec. Depuis qu'ils ont tout arabisé au niveau des matières littéraires. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Maintenant, ils veulent faire une réforme de l'éducation pour dire qu'ils vont prendre en compte les langues nationales. En soi, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits qui ne sont pas clairs et qu'il faut clarifier. Il faut qu'ils acceptent que l'expérience de l'ILN a été concluante, positive. Et que dans l'expérience de l'ILN, l'enfant il apprend toutes les disciplines dans sa langue maternelle, dont les mathématiques et les sciences. Mais aujourd'hui, dans le libellé du document, c'est du flou. Quelquefois on dit non, toutes les langues nationales vont être enseignées. Quelquefois on dit non, il y a que les mathématiques seront enseignées en arabe. Vous voyez le jeu? Quelque part, tu as l'impression que oui, on va prendre en charge les langues, mais d'un autre côté, on fait des réserves. Non, vous allez apprendre, mais on va enseigner quand même l'arabe, les mathématiques en arabe ou les sciences en arabe. C'est quoi? Un double jeu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter que nos langues sont porteuses de sciences. Ils ne veulent pas comprendre que nous avons une identité culturelle différente et que nous avons le droit et le devoir d'apprendre nos langues maternelles. De la même façon qu'ils apprennent l'arabe, de cette même façon que nous apprenons nos langues. De la même façon qu'ils croient à la langue arabe comme porteuse de sciences, nous croyons fondamentalement davantage encore à nos langues qui sont porteuses de sciences parce qu'elles sont jeunes et parce qu'elles ont prouvé leurs résultats. Donc c'est ce qui se passe. On essaie de faire une réforme, mais en mettant du vernis, en insérant des non-dits, en restant dans le flou, pour encore aller dans la même direction de l'agenda. L'agenda, c'est de faire de nous des Arabes. On n'est pas des Arabes.
Cet agenda, ils n'ont pas encore renoncé à ça, fondamentalement. Il faut que les gens soient vigilants. Le 28 novembre de notre indépendance en Mauritanie, pour en parler, il faut remonter un petit peu en arrière. Remonter à sa source. Et la source, c'est quoi? Ce sont les coups d'État. La Mauritanie était un pays de coups d'État. Au moins 6 ou 7, je crois, qui sont faits en général par des arabo-berbères. En général. Mais le seul coup d'État arabo-berbère où les gens ont eu à être passés par les armes, c'est le coup d'État de Mohamed Salem, du Trarza. Sinon, tous les autres coups d'État, les gens ont fait des coups d'État, mais on les a pris, on les a licenciés, on les a pris, on les a enfermés pendant quelque temps, on les a laissés tomber. Sauf le coup d'État qu'on appelle coup d'État négro-africain. Des officiers négro-africains qui étaient, comment dirais-je, frustrés par ce qui se passe, qui étaient choqués par notre arrestation, nous, et notre traitement dur, parce qu'on a juste écrit un document pour dire que le pays allait dans une mauvaise direction. Ces officiers négro-africains ont décidé de faire un coup. Ont eu l'intention de faire un coup. Ils n'ont pas fait. L'intention de faire un coup. Le coup n'a pas marché, le coup n'a pas commencé. Il n'y a pas eu de début d'exécution du coup. C'est dans leur tête, c'est dans leur intention. Entre-temps, ils ont été démasqués. Quelle est la mesure que l'on prend? La mesure la plus répressive, on en exécute 3. Alors qu'il y a des gens qui ont fait des coups d'État ici. Le sang s'est versé à Nouakchott, qui a été pris en otage pendant 3 jours. Personne n'a été exécuté. C'est ça la mentalité qui veut que eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. 86, quand nous avons été arrêtés pour des raisons politiques, parce qu'on a écrit un document, nous avons été traités de la manière qu'on n'a jamais vue dans ce pays-là. Nous sommes menottés, nous sommes enchaînés en même temps, on nous prive de nourriture, et qu'ensuite, quelquefois, les tortures. Et nous sommes soumis à des travaux forcés. On n'a jamais traité comme une aile politique arabo-berbère avant ça, de la façon dont on nous a traités. Donc, la répression a commencé là. 86, quand nous avons été arrêtés, les populations ont protesté. On les a matés. On a continué de les mater jusqu'en 87. Maintenant, 87-89, c'est en deuxième degré de la répression, c'est les déportations. On a pris des populations massives de leur village qu'on a déportées au Sénégal et au Mali. On parle de 70 000 du côté du Sénégal et de 22 000 du côté du Mali. Ça, c'est la deuxième étape de la violence. Pendant que ces déportations sont faites, il y a eu des exécutions massives au niveau de la vallée. Des gens sont pris, sont tués comme ça par les militaires qui avaient envahi la vallée. Donc, exécution extrajudiciaire massive dans la vallée du fleuve, entre 87 et 89. Maintenant, 90 va venir, l'armée va être épurée, les éléments vont être pris, pour n'avoir rien, qu'on pense tout le monde a trempé dans le coup d'État. Et pour amener ça à son point culminant et pour véritablement créer dans l'esprit des gens de la terreur, les traumatiser, on a pendu 28 militaires négro-africains en un avec des numéros. Donc, il faut que les gens comprennent que le 28 novembre n'est que le point culminant de la répression qui a commencé depuis 1986. Maintenant, leur erreur, c'est la méchanceté qui conduit aux gens à tuer ces mêmes soldats qui servaient leur pays le jour de l'indépendance, le 28 novembre. Ils l'ont souillé, ils l'ont taché pour l'éternité. Pour eux, c'est une fête de réjouissance, de commémoration, de joie. Pour nous, c'est un jour de deuil, c'est terminé, on ne peut pas changer ça. De cette façon-là, en tout cas. Donc, le 28 novembre est devenu pour les Mauritaniens de 28 novembre. En 28 novembre, fêté, en 28 novembre, où les gens sont en deuil, qu'ils ne peuvent pas fêter parce qu'ils se souviennent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.